On continue avec un intervenant français, Xavier Moreau, que la plupart d'entre vous connaissent très probablement. Je me permets toutefois de le présenter pour ceux qui par hasard ne le connaîtraient pas. Xavier Moreau est diplômé de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, ancien officier parachutiste au 1er RCP. Il est titulaire d'un DEA de relations internationales, consultant indépendant et homme d'affaires. Basé à Moscou depuis 2000, il a réalisé des missions de conseil pour de nombreux groupes français et européens dans l'ensemble de l'espace post-soviétique et en Europe centrale. Créateur du site stratpol.com et auteur de la Nouvelle Grande Russie parue en 2012. Il vient de publier également Ukraine, pourquoi la France s'est trompée. Il est régulièrement invité sur les chaînes de télévision et de radio russes et il est très présent sur l'internet français. Il vient tout spécialement de Russie, et nous en remercions, pour nous parler de Boltonaïa à Maïdan, la convergence fasciste, postmoderniste et LGBT. Merci beaucoup. Alors, comme il y a un professeur de philosophie parmi mes camarades, n'est-ce pas Yannick, je vais commencer par définir un terme avant de démarrer, parce que c'est un terme que j'ai emprunté à la Russie, qui est, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, homosexualisme. Qu'est-ce que c'est que l'homosexualisme? En fait, c'est le militantisme LGBT. Donc moi j'utilise ce terme en français parce que je trouve qu'il est assez pratique. Donc ce n'est pas une insulte. On peut être homosexuel et ne pas être homosexualiste. On peut être homosexualiste et ne pas être homosexuel. Donc voilà pour la définition de ce terme. D'où m'est venue cette idée en fait d'essayer de voir si il y a une convergence entre justement l'homosexualisme, le fascisme et le gauchisme ou le postmodernisme comme vous voulez. En fait c'est une expérience que j'avais faite avec mon ami Alexandre Latsa qui malheureusement ne sera pas avec nous ce soir, cet après-midi, au moment des manifestations contre le Kremlin, contre Vladimir Poutine, à la fin de l'automne 2011. Vous vous souvenez, donc il y avait des manifestations contre les élections et un endroit qui s'appelait Bolotnaïa. Bolotnaïa, ça veut dire les marécages, mais rassurez-vous, ce n'était pas dans des marécages, la place est très jolie. Voilà. C'est une belle place à Moscou. Et en fait, j'y étais allé, notamment la première, j'ai quasiment toute faite, pour voir un peu quelle était la population. J'avais découvert que ce n'était pas les damnés de la terre qui se soulevaient, mais c'était plutôt ce qu'on appelle en Russie la créative classe, c'est-à-dire la classe créative, c'est-à-dire en fait chez nous les bobos. Donc il était évident que ces gens-là, ayant le prix de leurs vêtements, n'allaient pas faire la révolution. Mais le problème n'était pas là, c'est que j'y étais justement avec Alexandre Latsa, qui lui était à l'intérieur de la manifestation, et il revient amusé en me racontant il est arrivé quelque chose d'étonnant. Il y a eu une poignée de militants LGBT qui ont commencé par déployer un drapeau arc-en-ciel, donc le fameux drapeau dont le concepteur est mort aujourd'hui d'ailleurs, figurez-vous. Donc ils ont déployé le drapeau arc-en-ciel jusqu'à ce que tout d'un coup déboulent en courant quelques centaines de militants, alors je vais dire néo-nazis parce que nationaliste n'a pas le même sens, on y reviendra tout à l'heure, en France qu'en Russie, quelques militants néo-nazis, et donc aussitôt les militants LGBT ont rassemblé le drapeau et l'ont caché pour ne pas finir dans la Moskva. Donc je me disais donc en fait, les anti-Poutine ont fait les fonds de tiroir de l'opposition et donc ont été fait quelque chose d'hétéroclite avec à la fois des nazis, des LGBT, des gauchistes, en fait tout ce qui déteste Poutine en Russie. Et puis en fait, tout cela a continué. Pendant les élections municipales à Moscou en 2014, donc il y avait le candidat du Kremlin, le maire Sobyanin, et il y avait son principal opposant, on va dire, qui était Alexei Navalny, que vous connaissez puisqu'il a recommencé à faire des manifestations, et on en parle beaucoup en France comme étant une pauvre victime du grand méchant Poutine. Et donc, lui, en fait, avait un discours très anti-immigration, limite raciste, et il était soutenu notamment quand il avait participé à ces manifestations, par un leader néo-nazi russe qui s'appelle Demurchine, qui est assez connu, qui est un vrai nazi, dur de dur, qui sera en prison en France, c'est ce que je veux dire. Et donc je me disais, mais toujours avec cette idée, mais qu'est-ce que c'est que cette combinaison improbable? Est-ce que c'est quelque chose juste de pratique ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond en fait qui fait que finalement tous ces mouvements ont quelque chose en commun? Et donc c'est un peu cette réflexion que je me suis faite suite à cette expérience que je voudrais partager avec vous. Donc je vais revenir dans un premier temps sur justement qu'est-ce qu'on a pu observer ces 25 dernières années dans cette espèce
d'alliances, ces combinaisons improbables, et en fait essayer de trouver dans un deuxième temps qu'est-ce que finalement ils ont en commun. Est-ce que c'est simplement une alliance de circonstances contre Vladimir Poutine, ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus profond et qui dénote en fait une conception totalement erronée de l'individu et de l'humanité. Donc la première fois en fait où on a vu utiliser justement ces mouvements radicaux, je pense que c'est pendant la guerre de Yougoslavie. Moi j'ai grandi dans une France, je pense que j'ai 45 ans, je pense que il y a beaucoup de gens de ma génération, ou même c'est encore le cas aujourd'hui, le nazisme est le mal absolu. Il n'y a pas pire. C'est horrible. Ça me va. En tant que catholique, je veux dire que je veux pas, je suis fidèle à l'enseignement de l'Église, donc ça ne me pose aucun problème. Et tout d'un coup, on a découvert que dans le cadre d'une politique étrangère, quelquefois, en fait, on peut avoir des alliés nazis. Donc on a vu ça au moment des guerres de Yougoslavie, où tout d'un coup, eh bien, Franco Tudjman, qui était quelqu'un qui était ouvertement un idéologue nazi, est devenu un héros, a été approuvé, félicité par même des gens comme Alain Finkielkraut, soutenu par Bernard-Henri Lévy. Et alors là, je me suis dit, mais c'est bizarre quand même. Donc là-bas, les nazis c'est bien, mais en France c'est mal. Donc j'ai continué donc ma réflexion. On a pu également observer ça lors de la première révolution en Ukraine, la révolution orange, en 2004. Où là, bon, comme Yanukovych s'est couché, comme d'habitude, eh bien, en fait, ça n'a pas dégénéré. Mais il y avait déjà des milices de d'idéologie radicale. Mais ça n'a pas dégénéré. Il y a eu donc Bolotnaya, donc il y a justement, dont je vous parlais tout à l'heure, cette alliance étrange entre Alexei Navalny et Demouchine. Il y a eu les dernières élections régionales en Russie, l'élection parlementaire. Vous aviez un des leaders également, qu'on présente en France comme un héros, Kassianov, qui était soutenu par un blogueur qui s'appelle Ivan Beletsky, qui était lui-même un ami, qui était venu soutenir justement Kassianov avec le fameux Demouchine. Donc ils étaient soutenus officiellement par des nazis. Donc en France, les nazis c'est mal, mais en Russie, contre Vladimir Poutine, c'est bien. Et tous ces gens-là, par exemple Alexei Navalny, lorsqu'il était candidat à la mairie de Moscou, il était à la fois contre les immigrés, et en même temps, il était donc un discours nationaliste, très radical, et en même temps, il était pour la Gay Pride. Alors je me disais, tiens, c'est quand même, les nationalistes ne sont pas comme chez nous en Russie. Et donc j'ai continué à vouloir réfléchir sur la question. Et en fait, je me suis aperçu notamment que sur le Maïdan, donc cette révolution qui a eu lieu en Ukraine en février 2014, eh bien, il y avait également une grosse part très importante de bataillons qu'on pourrait qualifier de néo-nazis, mais à côté, il y avait aussi des LGBT. Et donc on retrouvait cette combinaison improbable, gauchiste, européiste, LGBT, nazi. Mais eux ont le droit. Bon, continuons. En Crimée, par exemple, à partir du moment où la Crimée a été réunifiée à la Russie, vous allez sur les sites nationalistes ukrainiens, donc c'est horrible, la Crimée, c'est plus à nous, et en même temps vous allez sur les sites LGBT ukrainiens, c'est ignoble, désormais, parce qu'il y a une loi en Russie qui interdit la propagande homosexuelle des mineurs, on ne peut plus se balader en string, alors que la Crimée était en train de devenir un spot gay-friendly, et bien aujourd'hui c'était plus possible. Donc en fait, finalement, on s'aperçoit que, eh bien, en fait, il y a une alliance de facto qui se fait entre ces différents mouvements radicaux. Et finalement, en réfléchissant à la question, je me suis dit qu'il y a quand même quelque chose qui unit ces radicalités, au-delà, je dirais, d'une alliance de circonstances, qui voudrait qu'on ait d'un côté des nazis, parce que pour faire la révolution, on ne la fait pas avec des bourgeois, ou avec des créatives néclasses, mais on l'a fait avec des durs, donc des nationalistes, des bolcheviks, ce que vous voulez. Et en même temps, il faut quand même plaire à l'Union européenne, donc on va accepter et on va être gay-friendly. Et finalement, je pense que derrière, en fait, justement, cette postmodernité et ce nazisme, il y a une même conception, en fait, de l'humanité. Et c'est ce que j'ai appelé le discours du sous-homme. Le discours du sous-homme, par exemple, en Ukraine, quand vous écoutez les nationalistes, donc nationalistes, c'est néo-nazis. En fait, le russe du Donbass est un sous-homme, ethniquement, racialement même, puisque en fait, il a subi l'invasion à cause des invasions asiatiques. Son sang a été souillé et désormais, son sang qui était slave pur à l'origine a été souillé par le sang asiatique. Donc c'est un sous-homme, donc on peut l'exterminer ou le chasser. Le sous-homme, vous l'avez, et finalement, la manière de dénigrer, d'humilier,
son prochain, eh bien en fait on retrouve ça également chez les postmodernes. Souvenez-vous, la manière dont on parlait de ces Russes qui se soulevaient de l'autre côté du Donbass parce qu'ils n'acceptaient pas le sort de Maïdan. Thomas Gomard, par exemple, président de l'IFRI, disait, mais de manière, ils se soulèvent parce que dans le Donbass, il n'y a que ça à faire. Parce que ce sont des abrutis. Parce que si jamais ils étaient intelligents, si ce n'étaient pas des sous-hommes, en fait, ils auraient compris le bonheur du LGBT. Ils auraient compris ce que c'est comme avancée sociale que d'avoir une gay pride. Et de pouvoir marier les homosexuels et leur permettre d'adopter, d'acheter des enfants, de les faire fabriquer en Inde, etc., etc. Mais ces gens du Donbass, ils sont tellement stupides, tellement sous-hommes, qu'en fait, ils n'ont pas compris. Elena Zarkal, qui est vice-ministre des Affaires étrangères, le 7 mars 2016, elle donne une interview sur France 24 en anglais. On dirait quel pervers regarde France 24 en anglais. Mais en français, c'est un supplice. Bon, elle donne une interview. Et là, elle donne une interview à Eve Irvine, qui regarde avec des yeux de chinelle. Et elle donc qu'est-ce que c'est que ces gens qui habitent de l'autre côté de la ligne de front, donc du côté de Donbass? Alors ce sont des gens qui sont différents en termes d'intelligence, je cite, ou d'éducation. Ils n'ont pas d'éducation supérieure. Ils ont un très bas niveau d'éducation. Quelquefois, avec eux, il est impossible d'atteindre un niveau de compréhension. Ils croient ce qu'ils voient à la télé. Ce sont des zombies. Ils n'ont aucun sens critique, ils n'analysent pas l'information, il leur faut le décodex du monde. Non, ça ne pas, c'est moi qui viens de et donc, ce sont des sous-hommes. Mais franchement, vous pouvez encore trouver l'émission sur Internet, ça vaut la peine. Seulement la personne qui dit ça, c'est pas un fou du parti Svoboda ou Irina Farion, enfin des noms que vous ne connaissez pas. Ce sont des gens qui sont vice-ministres des Affaires étrangères. Et finalement, en fait, pour en revenir à mon idée, qu'est-ce que ces idéologies ont en commun? Eh bien, ces idéologies sont le fruit de la modernité. Parce que, en fait, ici, vous êtes tous des sous-hommes. Nous sommes tous des sous-hommes, pour eux, pour les postmodernes. Souvenez-vous des diatribes d'Alain Minc et de Bernard-Henri Lévy le lendemain du Brexit. Alors, mon ami John est parti, mais c'était des sous-hommes. Qu'est-ce que c'est que cette bande de plus de 52% d'abrutis qui votent pour sortir de l'Union européenne, qui est si génial. Donc finalement, en fait, ce que révèle en fait cette convergence qu'on a vue de fait dans les manifestations contre Vladimir Poutine, sur le Maïdan, etc., c'est cette convergence. C'est quelque chose qui est bien plus profond. Et c'est une vision d'humanité. Et c'est une vision d'humanité qui date de la modernité, à partir du moment où on a cessé de croire que nous sommes tous les enfants d'un même père et d'une même mère. À partir du moment où on a cru que finalement il y en avait qui étaient plus humains que d'autres, et il y en avait qu'on pouvait exterminer parce que leur humanité n'avait pas atteint le niveau de développement adéquat. Donc effectivement, pour appliquer ces préceptes-là, eh bien, il faut un État fort. Pour interdire aux Russes du Donbass de parler la langue de leurs ancêtres, de leurs parents, de leurs grands-parents, cette langue qui leur ouvre à la science, qui a classifié les éléments, cette langue qui leur a donné accès à une des plus belles littératures européennes. Eh bien, il faut un État fort, effectivement, un État fasciste, parce que c'est ça le fascisme à l'origine. C'est un État extrêmement fort et extrêmement violent qui s'impose. C'est une idéologie qui dépasse largement le fait des fonctions régaliennes. De la même manière que pour imposer aux enfants en France, de expliquer aux enfants qu'un petit garçon peut être une petite fille, une petite fille un petit garçon, il faut aussi un État très fort, un État fasciste, un État totalitaire. C'est nous cette photo où on voit Najat Belkacem en train de regarder avec délectation deux gamins à qui on apprend à jouer à la poupée. On est exactement dans des conceptions qui sont équivalentes. L'un, comme l'a dit plusieurs intervenants, l'un repose sur la race, la classe sociale, ou justement ce postmodernisme, cette idéologie LGBT mortifère. J'ai bientôt terminé. Et finalement, en fait, c'est ça qu'ils ont en commun. C'est cette espèce de rébellion contre Dieu et contre le monde tel qu'il a été créé. Et c'est pour ça que ces idéologies ne peuvent s'appliquer que dans la violence.
Et c'est pour cela aussi que ça ne fonctionnera pas. Car comme l'a dit tout à l'heure Evan, ils ont toujours perdu toutes ces idéologies précédentes. Et celles-là, en fait, ils sont en train de perdre aussi. C'est nous qui sommes dans la rue, c'est nous qui sommes des millions, et c'est eux qui sont une poignée. Alors ils seront agressifs, ils continueront à essayer de répandre leur idéologie mortifère, mais ils ont perdu d'avance. Et comme l'a dit très bien Fabrice tout à l'heure, que je remercie de m'avoir invité ici, on a juste besoin de le pousser un petit peu pour achever le travail. Voilà, je vous remercie pour votre attention.